Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder ensemble des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Sébastien Tanaka qui vient nous parler des éruptions cutanées en réanimation. Alors, merci Dr Tanaka d'avoir invité notre invitation et je commence par une première question. Quelles sont en réanimation les différentes étiologies responsables d'éruptions cutanées chez l'adulte ? Merci beaucoup, merci à l'ASFAR pour l'invitation. Alors, éruption cutanée en réanimation, il faut stratifier en deux grandes causes, les causes infectieuses et les causes non infectieuses. Alors, bien évidemment, les causes infectieuses sont extrêmement nombreuses. Je ne pourrais pas parler de toutes ces causes infectieuses au cours de ce podcast, mais c'est très varié. Ça va du purpura fulminans en passant par la dermohypodermite, les infections dans le cadre de Covid-19, les endocardites infectieuses, mais également toutes les fièvres hémorragiques virales ou encore les infections en lien avec le parvovirus B19, les roséoles, la syphilis, etc., etc. Dans l'étiologie, les étiologies non infectieuses, eh bien, une part importante, ce sont bien sûr les toxidermies, on va y revenir, mais aussi les causes type vascularite ou connectivite. Et enfin, les causes plutôt immunologiques, avec en particulier le choc anaphylactique ou encore l'angioëdème bradykinique. Alors, si on veut détailler un tout petit peu, donc dans les étiologies infectieuses, il y a deux pathologies à avoir en tête, le purpura fulminans et le choc toxinique. Alors concernant ces deux causes, on va commencer par le purpura fulminans. Alors chez l'adulte, c'est moins de 1% des causes de choc septique en réanimation. Il y a deux germes à avoir évidemment en tête, c'est le méningocoque, mais aussi le pneumocoque. Il faut savoir également que, à peu près dans 2/3 des cas, les hémocultures sont positives, donc faites des hémocultures. Et on peut également, en cas d'impossibilité d'avoir des prélèvements, faire des biopsies de la lésion cutanée où nous trouverions un tapis de bactéries. Alors, contrairement à l'enfant, on n'a pas ou peu de symptômes neurologiques, et ce qui rend le diagnostic un peu plus compliqué. Le traitement, ça va être des C3G sans délai. En même temps, des hémocultures, vous administrez les C3G. Et puis, il faut bien sûr isoler les patients avec un isolement respiratoire type gouttelette et signaler à l'ARS. Alors, dans la littérature, une étude française de Damien Contour en 2018 dans ICM avait colligé en rétrospectif plus de 300 patients dans 55 réanimations françaises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mortalité est très élevée, 41%, et chez les survivants, un tiers des patients nécessitaient une amputation des membres. Donc c'est quand même extrêmement grave comme atteinte, avec en particulier le streptocoque pneumoniae, le pneumocoque, qui a une grosse morbidité, mortalité. Ce qu'il faut souligner dans ce travail, c'est qu'effectivement, les patients étaient souvent en choc. Et puis, attention aux dysfonctions cardiaques, avec à peu près 2/3 des patients qui avaient des dysfonctions systoliques. La deuxième cause infectieuse d'éruption cutanée, c'est le syndrome du choc toxique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la production d'exotoxines superantigéniques qui vont induire une réponse immune, la production bien sûr de cytokines pro-inflammatoires et in fine entraîner défaillance d'organes. Alors il y a deux germes bien sûr, il y a le Streptococcus pyogenes, le streptoa, le plus souvent associé à une dermohypodermite bactérienne nécrosante, une DHBN, et puis il y a le staph doré avec les causes qui sont plutôt menstruelles et non menstruelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle, bien sûr, le topic d'aujourd'hui, c'est bien sûr les éruptions cutanées. Et bien, dans les deux cas, que ce soit le staphylocoque ou le streptocoque, il y a un rash cutané qui est extrêmement important, qui va jusqu'à les rétrodermies, surtout pour le staphylocoque. Et puis, sur le plan clinique, les patients ont un état de choc avec des défaillances d'organes, que ce soit avec le staphylocoque ou le streptocoque. Alors, une revue, encore du même auteur, Damien Contour, qui avait colligé en multicentrique tous les chocs toxiques menstruels en réanimation. Et bien dans ce travail, il y avait 102 patientes qui n'avaient aucune comorbidité et à chaque fois c'était après utilisation d'un tampon. Les patientes étaient relativement sévères et 90% des patientes avaient effectivement ce fameux rash cutané associé. Heureusement, la mortalité dans cette cohorte était nulle.
Merci beaucoup. Alors, si on parle de syndrome du choc toxique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du traitement et des particularités du traitement du choc toxique menstruel et non menstruel? Alors, l'idée, c'est d'éradiquer la source de production de toxines. Donc, déjà, c'est localiser le site. On peut faire de l'imagerie, en particulier scanner, si besoin. Alors, le choc toxique staphylococcique menstruel, eh bien, un traitement très important, c'est de déposer le tampon, le stérilet ou la coupe menstruelle et faire des prélèvements vaginaux du col à la recherche de staph. Dans les causes non menstruelles staphylococciques, eh bien, il faut chercher le foyer infectieux. C'est souvent de la reprise chirurgicale pour exploration. C'est des débridements de tissus nécrotiques, c'est un drainage d'abcès ou c'est tout simplement le retrait d'un packing nasal. Et enfin, pour le choc toxique streptococcique, eh bien, souvent associé à de la DHBN, le traitement, c'est le débridement chirurgical. Sur le plan infectieux, eh bien, si nous avons du staph en France, si c'est du staph doré métis S, eh bien, en première lecture, ce sera de la céphazoline. Et si on a du staph doré métis R, ce sera de la vancomycine ou de la daptomycine. Pour le streptocoque, eh bien, le traitement, ça sera de la PNIG ou de l'amoxicilline. Et puis, en lien avec une DHBN, eh bien là, ça sera plutôt en probabiliste une antibiothérapie à large spectre associant une bêta-lactamine et plus ou moins un anti-staph doré métier. Dans tous les cas, il est important d'adjoindre un agent antitoxinique, la clindamycine historiquement, mais de plus en plus, nous utilisons le linezolide. Alors, si on revient à nos éruptions cutanées en réanimation, une autre cause fréquente à évoquer, bien sûr, ce sont les toxidermies. Merci beaucoup. Effectivement, les toxidermies. Alors, toxidermies, c'est pas si fréquent que cela, mais ça fait toujours très grand bruit puisque les séquelles, la morbimortalité est extrêmement importante. Alors, dans les toxidermies, alors, il faut en retenir 2 sur les 5 entités. Il y a les nécrolyses épidermiques, il y a le DRESS, il y a les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, et il y a l'érythème pigmenté fixe bulleux généralisé ou la dermatose à IgA linéaire médicamenteuse. Je pense qu'il faut, en réanimation, surtout avoir en tête les nécrolyses épidermiques et le DRESS. Alors, on va commencer par la nécrolyse épidermique. Lorsque les surfaces cutanées décollées sont inférieures à 10%, on parle de syndrome de Steven-Johnson. Lorsque la surface est entre 10 et 30, on parle de syndrome de chevauchement. Et lorsqu'elle est supérieure à 30%, on parle de nécrolyse épidermique toxique ou l'aïeul. Et on sait que la mortalité est extrêmement importante et elle est corrélée à la surface cutanée décollée. Alors l'incidence, elle est plutôt rare puisque c'est 2 à 7 millions d'habitants par habitant et avec l'apparition de lésions dermatologiques dans le mois après l'exposition. Initialement, on a le visage ou la partie supérieure du tronc et les racines des membres qui sont atteints à type de macules érythémateuses de forme irrégulière et de couleur rouge sombre. Et puis ça va confluer, faire des lésions nécrotiques, faire des bulles et bien évidemment le signe caractéristique, c'est le décollement épidermique qui va révéler des zones de derme rouge. Mais pas que, il y a aussi l'atteinte des muqueuses qui est important dans 80% des cas, notamment au niveau du naso-l'oropharynx, les yeux ou les organes génitaux externes. Enfin, il y a une atteinte viscérale puisque ça peut aisément aller toucher l'arbre trachéobronchique ou le tube digestif. Alors la physiopathologie, elle est assez complexe. Il y a beaucoup de réactions qui vont se chevaucher. C'est de la réaction d'hypersensibilité retardée contre les kératinocytes, avec en lien avec le système HLA, qui va activer les lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T régulateurs, etc. Ça va créer un orage cytokinique et in fine entraîner l'apoptose de cellules épidermiques. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il y a de la prédisposition génétique avec spécifique de médicaments. Et si on gagne un peu plus loin tout ça, les médicaments associés à ce type d'atteinte, eh bien, on a les anti-infectieux, mais pas que. Il y a l'allopurinol, les traitements anticonvulsivants. Et il y a une population qui est surexposée. C'est certains HLA, notamment HLA-B 1502 ou HLA-B 5801, et qui est très en lien avec la population asiatique. Concernant la prise en charge de cette nécrolyse épidermique, alors en réanimation, souvent on voit les l'aïeul, puisque la surface est importante. Ce qui est important, c'est effectivement un peu à l'instar de ce qu'on fait chez les brûlés, c'est qu'il va falloir corriger les pertes liquidiennes et les troubles hydroélectrolytiques. Il va falloir bien sûr entamer une nutrition entérale précoce,
favoriser une température ambiante entre 28 et 32 degrés afin de limiter finalement cet hypercatabolisme associé aux pertes caloriques. Et puis après, c'est l'analgésie, bien sûr, l'anxiolyse. Et c'est pas forcément facile, mais poser des cathéters en zone saine, par exemple. Et puis concernant l'intubation trachéale, elle n'est pas systématique. On le fait lorsque le patient est en défense multiviscérale, mais aussi lorsqu'il y a des atteintes trachéobronchiques, puisque fréquemment, on peut avoir effectivement de l'obstruction bronchique secondairement à des décollements de l'arbre trachéobronchique. Donc pour aller faire des toilettes bronchiques, un patient intubé, c'est plus simple. Les traitements, finalement, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose sur le plan de l'evidence-based medicine. En première lecture, ça va être plutôt des corticostéroïdes, mais certaines équipes adjoignent de la cyclosporine, des anti-TNF-alpha ou des immunoglobulines intraveineuses, même si la littérature, elle n'est pas si formelle que cela. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le DRESS syndrome? Alors, le DRESS syndrome, eh bien, c'est Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Le DRESS, c'est un peu comme effectivement les nécrolyses, ça survient après une exposition à des médicaments. Et dans cette catégorie-là, les antipéleptiques, eh bien, on sait que un DRESS va survenir pour 10 000 patients traités par antipéleptiques. Donc c'est quand même assez important en termes de prévalence. La clinique, elle est un peu différente puisque on va commencer par une éruption cutanée au niveau de la face, avec un rash morbidiforme, avec un œdème de la face et une fièvre qui est quasi constante. Associé à cela, des défaillances d'organes, notamment une hépatite cytolytique. On peut avoir une atteinte pulmonaire avec la pneumonie éosinophile, également une atteinte rénale. On a des anomalies d'énumération, mais pas constantes, avec notamment une hyperosinophilie. Et puis, c'est souvent associé à de la réplication virale, HHV6, CMV, EBV. Et ce qui est important, c'est que la mortalité, elle peut être très élevée, elle peut atteindre 50%. Ce qui est important aussi dans ce DRESS, c'est que souvent, c'est un diagnostic difficile. Difficile pourquoi ? Parce que la présentation, elle n'est pas très typique, l'éruption cutanée est parfois différée, et on se retrouve devant des patients en état de choc, sans documentation microbiologique. Donc, initialement, on pense à un choc septique, on ne trouve rien sur le plan microbiologique. Le patient est défaillant. Et puis, après, on a effectivement les éruptions cutanées. Et donc, il y a un peu d'errance diagnostique, un peu de difficulté à faire un diagnostic. Et ce qui va augmenter finalement cette morbide mortalité, c'est effectivement de ne pas trouver le diagnostic. Que dire également sur le DRESS ? J'ai parlé effectivement des antiépileptiques, mais pas que. Il y a aussi des anti-infectieux, des antiviraux, mais aussi des antibiotiques qui sont associés à cela. La physiopathologie, elle est un peu mal comprise. Il y a beaucoup de voies dans le DRESS syndrome. Il y a de l'hypersensibilité dirigée contre les kératinocytes et une grosse part de prédisposition génétique également. La prise en charge du DRESS, eh bien, on va plutôt dans les formes peu graves faire de la corticothérapie, des dermocorticoïdes, dans les formes plus sévères en intraveineux. Il n'y a pas d'indication pour les immunoglobulines dans le DRESS. Et puis on va faire des traitements symptomatiques des défaillances d'organes. Attention, parce que dans le DRESS, on a fréquemment des atteintes cardiaques qui peuvent aller jusqu'à la myocardie, avec des patients chez qui on a dû équiper avec des ECMO. Attention également aux cas hépatiques, avec des atteintes hépatiques qui peuvent aller jusqu'à l'hépatite fulminante. Et enfin, si vous avez des cytopénies associées, n'hésitez pas à affirmer un myélogramme à la recherche d'un syndrome d'activation macrophagique. Ce qui est important dans la taxidermie, et je vais en terminer là-dessus, c'est surtout faire le diagnostic et contacter les centres experts, à la fois des centres qui en ont l'habitude, mais qui peuvent aiguiller pour prendre en charge ces patients, puisque effectivement c'est rare et il faut vraiment des équipes entraînées. Et globalement, de manière pratique au lit du malade, que faire devant une suspicion de toxidermie ? Alors, si vous avez une suspicion, alors quoi qu'il arrive, ce qui est important, effectivement, c'est bien sûr l'examen clinique, c'est l'interrogatoire est extrêmement important. Je pense que le diagnostic peut se faire sur l'interrogatoire. Et puis, n'hésitez pas à aller demander avis auprès d'un dermatologue, puisque effectivement, l'examen dermatologique va être extrêmement minutieux à la recherche de lésions élémentaires, l'évolution, l'atteinte des muqueuses. Bien sûr, l'examen extracutané extrêmement important. Et puis, pour ce qui est de l'arrêt des médicaments, eh bien,
n'hésitez pas non plus à faire des frises chronologiques, c'est très important, puisque on va pouvoir, en fonction de la demi-vie des médicaments, du timing de prise d'un médicament A, d'un médicament B ou d'un médicament C, eh bien, on va pouvoir, en fonction effectivement de la date index, lorsque le patient a de la fièvre, et lorsque le patient a des macules, des papules et du purpura, eh bien, on va pouvoir impliquer ou pas tel ou tel médicament. Donc n'hésitez pas à faire cela et nos collègues dermatologues vont bien sûr nous aider pour cela. Et puis aussi, faites faire une biopsie cutanée au moindre doute, ça peut payer. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, encore une fois je le redis, eh bien il faut une prise en charge multidisciplinaire entre nous, anesthésistes réanimateurs, mais aussi dermatologues ou aussi infectiologues. Et finalement, quelles sont les éruptions cutanées qu'on rencontre en réanimation d'origine non infectieuse en dehors de la toxidermie? Alors un peu pour conclure, effectivement, nous, anesthésistes réanimateurs, qu'on soit au bloc opératoire ou en réanimation, eh bien, il faut évoquer le choc anaphylactique, bien évidemment, qui va être pourvoyeur d'éruptions cutanées, qui est assez fréquent et qui va nécessiter une prise en charge réanimatoire conséquente. Je vous invite d'ailleurs à cet égard à aller consulter sur le site de l'ASFAR les aides cognitives, notamment les chocs anaphylactiques au bloc opératoire, pour les prendre en charge au mieux. Et puis, peut-être un peu moins fréquemment, on peut avoir des éruptions cutanées en réanimation ou un peu dans d'autres services, en lien avec une atteinte de libération d'histamine ou d'autres médiateurs. Eh bien, c'est le cas, par exemple, dans le Redman syndrome. L'avancomycine, effectivement, est un traitement qui doit être administré plutôt au moins 30 minutes, puisqu'on sait que lorsqu'elle est administrée très rapidement, eh bien, on peut avoir effectivement ce fameux Redman syndrome qui va avoir pour conséquence une éruption érythémateuse du visage, du cou, de la partie supérieure du torse, associée à un prurite, et plus ou moins un angioëdème et une hypotension artérielle associée. Et donc ça apparaît en général entre 5 et 10 minutes après le début de l'injection, et c'est toujours en lien avec l'administration rapide de la vancomycine. Et donc, en termes de conduite à tenir, il faut bien sûr injecter plus lentement, plus ou moins prémédiquer avec des antihistaminiques, mais également ne pas ignorer un véritable choc anaphylactique. Donc attention quand même à cela. Merci beaucoup, merci Dr Tanaka pour votre éclairage sur cette question un peu du quotidien en réanimation, donc les éruptions cutanées en réanimation. Merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.